Bienvenue dans la psy du business. Moi, c'est Marie Marchand, psychologue, docteur en psychologie et coach pour entrepreneurs. Dans ce podcast, on explore la face cachée de l'entrepreneuriat, ce que ta psychologie fait à ton business et ce que ton business révèle de toi. La psy du business, là où le business rencontre la psychologie. Aujourd'hui, on va parler de perfectionnisme. Je suis sûre que ça va parler à beaucoup d'entrepreneurs. Le perfectionnisme, on nous l'a vendu comme un défaut qu'on aurait en trop. Trop de rigueur, une barre trop haute, peut-être le truc aussi qu'on cite en entretien quand on veut faire passer un défaut pour une qualité. Mais ce que j'observe depuis des années avec mes clientes dans les recherches en psychologie et en regardant aussi honnêtement mon propre fonctionnement, c'est quelque chose de bien plus étrange. Les personnes les plus touchées par le perfectionnisme sont souvent celles qui doutent le plus de ce qu'elles maîtrisent le mieux. Elles ne doutent pas forcément de leurs lacunes, ni des domaines où elles débutent, mais elles doutent de ce qu'elles font déjà vraiment bien. Par exemple, la graphiste qui va retravailler ses visuels pour la 10e fois alors que ses clients la félicitent systématiquement. La consultante qui va hésiter à envoyer sa proposition alors qu'elle a déjà résolu exactement ce problème pour 10, 15, 20 autres clients. Ce n'est pas logique, à moins que le perfectionnisme ne soit pas ce qu'on croit. Parce que si c'était vraiment une question de standard, ça se calmerait avec l'expérience, avec la preuve, avec les retours positifs qui s'accumulent. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Pour beaucoup de gens, ça empire, ou ça se déplace, ou ça résiste à toute logique. Alors, d'où ça vient vraiment? C'est la question de cet épisode et je te préviens, la réponse va certainement te surprendre. En psychologie, il y a un concept qui s'appelle l'attachement. Ça a été théorisé dans les années 60 par un psychiatre britannique qui s'appelait John Bowlby. Et l'idée centrale, c'est celle-ci. Dès la naissance, nous cherchons à maintenir un lien avec ceux dont nous dépendons pour survivre. Et nous ferons tout, absolument tout, pour ne pas perdre ce lien. C'est Bowlby qui a mis déjà à l'époque des mots sur ça. Et ce qu'il a découvert ensuite, c'est que cette stratégie de survie, on ne la laisse pas dans l'enfance, on la transporte partout avec nous. Et pour maintenir ce lien, le cerveau d'un enfant va développer des stratégies, des comportements qui maximisent les chances d'obtenir de la chaleur, de la disponibilité, de la protection. Certains enfants apprennent que le lien est stable, qu'ils peuvent explorer, rater, revenir et que l'adulte sera toujours là. Ils développent ce qu'on appelle un attachement sécure. D'autres apprennent quelque chose de très différent. Ils apprennent que le lien est conditionnel. Il se maintient sous certaines conditions. Quand on est sage, quand on est performant, discret, brillant, quand on ne dérange pas, quand on ne déçoit pas. Ces enfants-là, ils développent une stratégie de survie affective. Et cette stratégie, elle a un nom. Le perfectionnisme, c'est la façon dont certains d'entre nous ont appris à être aimés. En fait, ça n'a rien à voir avec une exigence personnelle ni un trait de caractère. C'est ni plus ni moins qu'une réponse à une question posée très tôt. Qu'est-ce que je dois être pour que tu restes, pour que tu m'aimes encore? Je vais te parler d'une cliente, appelons-la Sophie. Les détails, bien sûr, ont été modifiés. Sophie est graphiste indépendante depuis 6 ans. Elle est vraiment très douée, ses clients le disent, ses pairs le disent, ses résultats aussi le prouvent. Quand elle livre ses travaux, les retours sont excellents. Pourtant, Sophie passe systématiquement 2 fois plus de temps que prévu sur chaque projet. Elle livre souvent en retard. Elle retravaille des sections qui étaient déjà très bien. Elle va s'épuiser sur des détails que ses clients ne remarqueront de toute façon jamais. Ses tarifs ne reflètent pas le temps réel qu'elle passe. Et elle ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas malgré tout à s'arrêter. Quand on a commencé à travailler ensemble, je lui ai posé une question très simple. Quand tu imagines ton client ouvrant le fichier que tu lui envoies, qu'est-ce que tu veux qu'il ressente? Et elle m'a répondu, bien sûr, sans hésiter, je veux que ce soit parfait, qu'il n'y a rien à redire. Et puis, j'ai posé une autre question. Si je te demande la même chose, mais pour ton père, qu'est-ce que tu voudrais qu'il ressente en voyant ton travail? Là, elle a mis un petit peu plus de temps à me répondre, et quand elle l'a fait, j'ai tout de suite senti de toute façon qu'il y avait quelque chose qu'on touchait, puisque sa voix avait complètement changé. Elle m'a dit exactement la même chose. Je veux qu'il ressente la même chose, que mon travail soit parfait.
Ce n'était pas son client, en fait, qu'elle cherchait à convaincre depuis 6 ans. Ça ne l'a jamais été. C'était son père. Ce que vivait Sophie et ce que vivent beaucoup d'entrepreneurs perfectionnistes s'explique par 4 mécanismes qui s'alimentent les uns les autres. Et quand on les voit ensemble, le tableau devient d'une cohérence vraiment troublante. Alors je vais vous détailler ici les 4 mécanismes en jeu. Premier mécanisme, c'est le travail comme miroir de la personne. Pour Sophie, le fichier qu'elle envoyait n'était pas séparé d'elle, il la représentait, il parlait pour elle. C'est ce qu'on appelle en psychologie la fusion entre l'identité et la performance. Imagine que ton travail soit un bouclier. Tant qu'il est sans faille, il te protège. Il absorbe les regards, les jugements, les critiques. Mais s'il y a une fissure qui apparaît, soudainement, on voit ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, c'est toi. La culpabilité dit j'ai fait quelque chose d'insuffisant. La honte dit je suis quelqu'un d'insuffisant. Et quand le perfectionnisme est nourri par la honte, chaque imperfection n'est plus une erreur à corriger, c'est vraiment une menace sur ce qu'on est. Donc on ne perfectionne plus le travail, on se défend soi-même. Deuxième mécanisme, le système d'alarme qui ne s'éteint pas. Alors là, les personnes avec un attachement anxieux, donc celles qui ont appris que le lien était incertain, qu'on pouvait être là un jour et distant le lendemain, ces personnes-là ont développé un système d'alarme particulièrement sensible. Elles vont régulièrement scruter, anticiper et elles cherchent des signaux. Dans le business, ce système d'alarme peut ressembler par exemple à ça. Ça va être surveiller les likes dans les minutes après avoir publié quelque chose. Relire un mail envoyé pour vérifier si c'est toujours OK. Ressentir peut-être un serrement au cœur quand un client tarde à répondre. C'est épuisant et c'est logique. Ton cerveau fait ce qu'il a toujours fait. Il surveille le lien pour s'assurer qu'il tient encore. Le perfectionnisme devient alors une tentative de calmer cette alarme. Si je livre quelque chose d'impeccable, je réduis les risques. Je maintiens la connexion. Je reste en sécurité dans la relation. Sauf que cette alarme, elle ne se calme pas avec la perfection. Elle se calme avec la sécurité intérieure. Troisième mécanisme, le déplacement de la figure d'attachement. C'est peut-être le mécanisme le plus troublant et le plus utile aussi à comprendre. Dans mon exemple, le regard que Sophie cherchait, celui de son père, n'avait rien à voir avec ses clients. Mais son cerveau avait fait quelque chose de très humain, il avait transféré le besoin d'approbation vers les figures disponibles. Ses clients, son audience, ses collègues. Et on fait tous ça. Par exemple, le manager qui a besoin que son équipe le valide comme son parent ne l'a jamais fait. L'entrepreneur qui redoute le jugement de ses pairs comme il redoutait peut-être celui de son frère aîné. La créatrice qui va polir son travail à l'infini pour peut-être un public imaginaire qui est en fait le visage de quelqu'un de très précis dans sa vie. Le business devient un théâtre sans qu'on l'ait décidé et les clients, les abonnés, les prospects, ils jouent un rôle qu'on leur a assigné avant même de les rencontrer. Donc tu n'essaies pas de convaincre ton marché en essayant de rendre des choses impeccables. Tu essaies simplement de réparer quelque chose de bien plus ancien. Quatrième mécanisme, c'est le piège de la boucle fermée. Et voilà où ça devient vraiment cruel. Le perfectionnisme promet la sécurité. Par exemple, quand ce sera parfait, je pourrai montrer. Et là, je serai acceptée, validée, enfin vue comme suffisante. Mais plus tu peaufines, plus tu repousses le moment d'être vue. Et sans exposition, sans te montrer, sans lancer, sans proposer, la validation que tu cherches ne peut jamais arriver. Tu attends une approbation que tu t'interdis de recevoir en ne te montrant jamais vraiment. C'est une boucle fermée et elle est très confortable en apparence parce qu'elle te protège du rejet, mais elle te protège aussi de quelque chose d'autre. Elle te protège de la preuve que tu es, en fait, largement suffisante. Alors revenons à cette idée du début. Le perfectionnisme comme défaut en trop, comme excès de rigueur, comme barre trop haute. Peut-être que tu le vois différemment aujourd'hui.
Ce n'est pas un défaut en soi, ce n'est même pas vraiment une croyance qu'on a choisie, c'est une réponse intelligente, cohérente, adaptée à un contexte qui existait avant que tu aies les mots pour le nommer. Quelqu'un ou quelque chose dans ton histoire t'a appris que ta valeur n'était pas inconditionnelle, qu'elle se gagnait, qu'elle se prouvait. Et ton cerveau a retenu la leçon avec une fidélité remarquable. Le problème, c'est que ce contexte a changé et le schéma, par contre, lui, il reste. Sophie, quelques mois après notre travail ensemble, m'a dit quelque chose qui m'est vraiment resté longtemps. Elle m'a dit: Je continue de vouloir bien faire, mais maintenant, je sais pour qui je le fais. Et ça me laisse le choix. Cette phrase, ça me laisse le choix. Pas le choix de ne plus vouloir bien faire, mais le choix de savoir pourquoi et pour qui, et de décider en conscience si c'est encore ce qu'on veut. Alors la question de cet épisode, cette semaine, quand tu retouches quelque chose pour la 3e fois, je t'invite à te poser cette question: pour qui je le fais? Pour qui? Dans ta vie, dans ton histoire, quel visage tu imagines quand tu te demandes si c'est bien? Parce que je veux dire quelque chose sur tous les conseils qui circulent sur le perfectionnisme. Des conseils comme, qu'on voit partout, mieux vaut fait que parfait, lance et améliore après. Peut-être que d'autres conseils, que tes clients s'en foutent complètement de tes petites imperfections. Arrête de te saboter, etc., etc. Ces conseils sont donnés avec les meilleures intentions du monde, ok, mais ils sont complètement à côté. Parce qu'ils sont en grande partie faux, parce qu'ils répondent à un problème qui n'est pas le tien. Ils répondent à un problème de standard, de rigueur excessive, de perfectionnisme qu'on peut appeler peut-être technique. Mais si ton perfectionnisme est un style d'attachement, si tu peaufines pour être aimé, pour maintenir le lien, pour répondre peut-être à une question posée il y a 20 ou 30 ans, alors ce type de conseil, lance quand même, ça va rien changer. Ça te force à affronter sans filet quelque chose qui n'a déjà pas encore été nommé pour toi. Et bien sûr, le lendemain, le schéma va revenir, et souvent plus fort. Donc, ça n'a rien à voir avec plus de discipline ou plus d'organisation. Ce n'est pas non plus une question de mindset, c'est une question de sécurité intérieure. Ce qui change quelque chose, c'est de comprendre d'où vient le besoin, de nommer la figure dont tu cherches encore l'approbation, de voir que le regard que tu attends, il n'arrivera peut-être jamais de cette personne-là. Et il peut venir d'ailleurs, de toi d'abord. Ça, c'est le travail sur toi. Et je te demande pas de faire ce travail-là tout de suite maintenant, je te demande juste de commencer déjà à débroussailler tout ça, à voir ce qui se passe, parce que ce qu'on peut voir, on peut déjà commencer à le choisir autrement. C'est toujours par là que ça commence. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi et laisse un avis. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram pour continuer la conversation. La psy du business, là où le business rencontre la psychologie. À très vite!